bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver là. Nous allons passer un petit moment ensemble. Je me présente, Pierre Peyret, professeur à la retraite à l'UPPA et Christian Manceau, également retraité. Nous en reconnaissons beaucoup parmi vous et on va se sentir bien ensemble. Quelques-uns qui sont plus jeunes, mais en très nette minorité. Alors écoutez, l'or noir en Béarn vers des lendemains qui chantent. Malgré ce titre, nous ne tiendrons pas ici, Christian Manceau et moi-même, un discours de pétrolier, d'experts en pétrole, ingénieurs, mineurs, physiciens ou chimistes. Nous resterons sur le plan de la littérature. D'ailleurs, à l'université de Pau, quand on parle pétrole, il faut se diriger vers la faculté des sciences et des techniques. Christian Manceau, lui, a été suffisamment longtemps doyen de la faculté des lettres et sciences humaines pour que je puisse lui poser la question de savoir si le mot pétrole a un jour été prononcé dans tes enseignements. Oui. Sans blague. Tout à fait, oui. Oui, puisque bon, il y avait une filière de langues étrangères appliquées et l'une des composantes, n'est-ce pas, reposait sur le pétrole. Donc, on a travaillé sur le pétrole, le vocabulaire du pétrole, beaucoup de choses comme ça. Bon, mais enfin, nous ne sommes pas des pétroliers, et puis on n'a aucune, effectivement, intention de vous faire un discours sur le pétrole. Au contraire, c'est autre chose, peut-être plus intéressant. Donc, tout ceci n'exclut pas, bien sûr, d'affronter le défi de la complexité et de la transdisciplinarité, comme dirait Edgar Morin, justement. Mais comme nous n'avons pas une boule de cristal, c'est dans l'ouvrage de Joseph Peyret, Le puits et la maison, que nous sommes allés chercher quelques lumières pour débattre avec vous de ce sujet de l'or noir en Béarn, en nous posant la question d'abord, que je vais essayer de traiter moi-même, en tant que neveu de l'écrivain, qui était Joseph Peyret ? Je crois qu'il faut qu'on parte de là, parce que autour de Joseph Peyret, on va voir se dessiner le contexte de la création de ce roman. Je vais donc vous parler de la genèse du roman en laissant tout simplement à Christian Manceau le soin de vous donner quelques clés pour aborder ce roman entre le réalisme du récit et, il faut le dire, les élans visionnaires de l'auteur. Parce que je vais le développer rapidement, Joseph Peyret était un visionnaire et vous comprendrez pourquoi en lançant le diaporama, j'ai insisté sur cet aspect des choses, qui est l'originalité d'un écrivain. Qui était Joseph Peyret ? Il est né en 1892 à Heidi, il est mort à Cannes en 1968. Il a écrit plusieurs ouvrages, des nouvelles, des essais, romans, contes pour enfants. Un charmant conte, Le Pré aux ours, justement, qui est là encore quelque chose de visionnaire, puisque en 1950, il avait écrit cet ouvrage qui parle finalement des problèmes de l'ours d'aujourd'hui, avec le petit Giuseppe qui croyait en l'innocence de toutes les bêtes du monde. Vous voyez, on est dans cette atmosphère d'un écrivain qui a une sensorialité à fleur de peau et qui sent venir les problèmes du lendemain. Les thèmes qui intéressaient Peyret, en tant que témoin de son temps, c'est le Béarn, le Pays Basque, la Provence, l'Espagne, l'Afrique du Nord en général, Sahara, Maroc, Algérie, Tunisie un peu, et puis surtout la montagne, dont il est reconnu comme un des grands classiques. Il a été enseignant au lycée de Pau, avocat au barreau de Pau, journaliste à Paris, Madrid, Bordeaux. Il a été conférencier avant de vivre de sa plume totalement pendant de longues années. Et il a reçu 6 prix littéraires. Le prix de la Renaissance, c'est le premier ouvrage qu'il a lancé en littérature en 1931, suivi rapidement, 4 ans après, du prix Goncourt, du prix de Carthage avant le prix Goncourt en 1935.
Il a eu le prix du Maroc pour la légende du Goumier Saïd, et puis le prix littéraire de la mer et de l'outre-mer pour l'ensemble de son œuvre, avant d'obtenir pour De Montbéarn à la mer Basque le prix Fabien Artigue. En 1956, pour faire bref, Joseph Peyret s'était présenté à l'Académie française. Il a failli obtenir le succès, mais il ne s'est jamais représenté. Le duc de Lévis-Mirepoix, qui l'avait soutenu pendant sa campagne, dit « C'était l'écrivain le moins porté à faire une campagne. Il n'était capable que d'attirer et de ressentir l'amitié. Il se montrait peu et venait rarement à Paris. À cette amitié de 20 ans, glissée au domaine des ombres, qu'il me soit permis de renouveler cette voie qui n'a pas abouti, mais qui demeure un fidèle hommage. Peyret a vécu discret, recueilli en son œuvre, sans s'agiter autour d'elle. Et pourtant, les thèmes qui l'inspiraient n'étaient pas ceux d'un contemplatif. Ce Béarnais à la minceur d'acier donnait toute sa pensée, tout son verbe à l'action. L'action, il l'a décrite dans le contexte du Béarn et du Pays basque, un peu sous toutes les coutures. Il était encore avocat lorsqu'il a écrit son premier ouvrage littéraire, Sur la terrasse. Il avait été inspiré pour rédiger ce poème en prose des promenades qu'il faisait sur le boulevard des Pyrénées quand le jeudi après-midi, avec les élèves du lycée de Pau, les internes, ils allaient en rang serré et disciplinés parcourir aller-retour depuis le lycée, le boulevard des Pyrénées. En 1952, déjà écrivain installé, il écrit De Montbéarn à la mer Basque, qui est un essai de géographie personnelle, où on le suit depuis son village natal d'Haïdi jusqu'au Pays basque. Et il reconstruit ainsi, par l'histoire et la géographie, l'unité des Basques et Béarnais, c'est-à-dire ces Basques et Béarnais qui sont étrangers par le sang et frères par le sol. Jean le Basque, c'est le roman des Basques aux Amériques, bien sûr, avec l'exode, le départ, le mouchoir noué autour du bâton. Plus tard, en 1958, la maturité étant venue, il rédige ses souvenirs d'un enfant, qui sont quelque chose de très sensible et dont on ne peut pas parler en deux mots, qu'il faut avoir lu pour comprendre ce qu'est la sensibilité d'un écrivain lorsqu'il parle vrai, tout simplement. Il a écrit beaucoup de choses, hein, et le terme est revenu dans l'actualité à propos de Pau capitale, vous voyez, un article où il situe bien Pau au centre du sud-ouest, sous les influences de Toulouse d'un côté, du Pays basque de l'autre et de Bordeaux. Et puis pour la Gazette, le journal de la SNPA de l'époque, il écrit un bel article pour notre capitale. Cette capitale et cet article pour la Gazette, il l'a fait dans le contexte où il venait d'écrire Le puits et la maison. C'était son nouveau roman, un ouvrage qui a été édité en 1955 chez Flammarion et réédité aux éditions du Mandarin en 1997. Le puits et la maison, c'est le roman de la découverte de l'or noir en Aquitaine. Peyret s'y interroge sur la destinée de ces gens du Vic-Bilh, le vieux pays. Voyez, ce n'est pas un mot qui tombe là au hasard. Christian vous en parlera de ce que symbolise ce vieux pays, le vieux monde. Ces Béarnais qui sont restés dans leur terre et qui y vivent comme leurs ancêtres. Le progrès, ses bienfaits, ses mythes, ses contradictions, ses ambivalences sont au cœur du récit, bien sûr. Parce que Peyret est philosophe, mais il n'y a pas un mot de théorie dans ses ouvrages, ni de psychologie, ni de sociologie. Il décrit des actions, il campe des personnages, il décrit des sites. Et ce récit, donc, se passe, cette action, sur fond de déchirure et de choc des générations, qui font de son roman une véritable saga où s'enflamment les passions entre partisans et opposants au forage, qui promettent la richesse du pays
dans un nouveau monde. Et c'est là que nous sommes en plein dans le thème de ces 5e journées des idées mènent le monde. Demain, un autre monde. L'action se déroule à Haïdi, que dans son ouvrage, il baptise du nom de Saint-Jean-des-Vignes. Un très joli nom, parce qu'on y reviendra, Saint-Jean, c'est le patronyme d'Haïdi. Alors, Haïdi est dans ce repli du nord-est du Béarn, justement, où l'on accède par la route de Garlin ou la route de Limbeil, en franchissant les 7 crêtes qui séparent Pau de ce bout du monde, sur lequel nous reviendrons. Saint-Jean-des-Vignes se cachait au-delà de Limbeil, dans le repli de ce Béarn des côtes inconnues du touriste, et dont seuls les natifs fréquentaient les sentiers épineux. Peyret, dans De mon Béarn à la mer Basque, décrit le cadre. Sa maison natale n'est autre que l'école d'Haïdi où ses parents, père et mère, étaient instituteurs, où il avait eu une sœur aînée, qui est devenue elle-même institutrice, et un frère cadet, mon propre père, qui est devenu médecin méhariste, et qui lui a inspiré le roman Vécu de l'Escadron Blanc. Avec les 3 maisons voisines, l'école faisait face à l'église, c'était là, près du cimetière, le cœur d'Haïdi de mon village. Entre l'église et l'école, j'étais heureux. À l'image de mes voisins, je n'aurais jamais quitté Haïdi ni ma maison. Rares sont aujourd'hui les personnes qui ont la chance de pouvoir demeurer en leur terre natale. Peyret donc voyage. Ces différents métiers l'amènent à connaître d'autres pays, d'autres capitales. Mais la maison de famille est là qui l'accueille chaque année, l'été, où nous nous retrouvons en vacances. Et le poète Jean Lebreau, le poète des Corbières, qui a séjourné longtemps à Pau et écrit beaucoup de poèmes sur le sud-ouest et sur Pau et le Béarn en particulier, Peyret sans cesse revient à ce sol qui recèle pour lui tant de puissance, le feu de son vin comme de son œuvre. Peyret, lorsqu'il revient, aime retrouver ses amis qui, comme lui, ont vieilli. Il ne reconnaît pas toujours les jeunes générations, les enfants de ses amis. Là, j'ai sauté. On peut revenir en arrière ? J'admire que mon village, aussi gravement dépeuplé, ait su maintenir son vignoble et promouvoir son nom. Dans De mon Béarn à la mer Basque, comme dans ses souvenirs d'un enfant, il s'attarde beaucoup sur la vie au village et il étudie les mœurs, les psychologies. Et il sait une chose, c'est qu'avant d'être fier de sa maison, souvent une maison modeste, en torchis, en terre et en galets de l'Adour, l'Haïdien, même quand il a peu d'hectares de terre et de vignes, ne trouve rien qui l'enorgueillit davantage que sa vigne. Parce que la vigne à Haïdi, c'est le goût du bien vivre. J'avance rapidement et je tombe sur cette photo que j'ai retenue volontiers et où je retrouve cette phrase qu'il a prononcée un jour dans une conférence. Elle n'est pas écrite dans un de ses livres. C'est lorsqu'il avait été reçu à l'Académie des lettres pyrénéennes. Je voudrais, lorsque demain j'aurai écrit le roman de mon pays, qu'on me prie pour ce que je suis. Un homme de ma terre, d'autant plus attaché à elle que j'en goûte mieux avec l'âge qui passe, l'éternité, l'asile, la maternelle douceur. À Haïdi, le cimetière à côté de l'école et de l'église est un lieu important de la vie de tous les Haïdiens, parce que tous sont concernés par ce qu'il dit. Mon père avait tracé l'allée qui mène au cimetière, afin qu'elle eût sous les tilleuls une douceur de courbe, et qu'elle fût ainsi plus plaisante, plus lente à parcourir aussi, pensais-je, lorsqu'il l'a pris lui-même, et que j'allais derrière lui pour la dernière fois, remerciant cette lenteur. On l'a compris, Joseph Peyret est attaché à sa terre par toutes ses racines,
mais il se rallie en vérité à toutes les terres du monde quand l'homme est menacé et la nature en danger. Dans les temps réels, notamment, il défend la Camargue, mise en péril par l'essor du tourisme de masse, car il éprouve dans sa chair la fragilité de ses sols, autant qu'il sait que la vigne, sous toutes les latitudes, est menacée dès son bourgeonnement. Manifestement, le progrès l'interroge. Demain sera-t-il un autre monde ? Alors, quand survient l'épopée du gaz de Lac en 1951, en bon journaliste qu'il a été, formé à l'école du droit et de la philosophie, il retourne sur le terrain et se passionne pour le sujet. L'idée de son prochain roman est née, ce sera Le Puits et la Maison. Un roman qui a pour cadre Haïdi et les Haïdiens comme acteurs réels et imaginaires. Haïdi, son village, alias Saint-Jean-des-Vignes, sa terre, son bout du monde, où, comme partout, on espère des lendemains qui chantent. Haïdi, c'est cette longue rivière de vignes qui lui donne un air de jardin fortuné. Haïdi, avec son petit nombre d'habitants, qui faisait dire au maire l'autre jour lors d'une réunion qu'il y avait à Haïdi plus d'hectares de vignes que d'habitants. Et Haïdi, où perdurent à travers le temps ces images du maître, le maître de maison, l'aîné de la famille, souvent, poussant ses bœufs, martibouey, mascarette, mulette, dans sa vigne, et insouciant du bruit du monde, comme si celui-ci s'arrêtait à son seuil. Et là, je lance une phrase pour amener le contexte dans lequel Christian Manceau va s'exprimer tout à l'heure, en vous racontant l'histoire du Puits et la Maison. Et tu te figures trouver du pétrole au pays, du pétrole au milieu de nos vignes, en plein Pacherin. Tu vois ça, des forages dans notre vignoble béarnais. Ainsi, comme dans un cri silencieux, c'est une voix soucieuse du futur qui se répercute jusqu'à nous aujourd'hui, derrière le titre du roman « Le Puits et la Maison », le puits, symbole de la technique triomphante, et la maison, au sens de oikos, le patrimoine, l'habitat qui, dans la Grèce antique, est le siège du pouvoir où se gère la maisonnée, le pouvoir des choses, de l'homme et de la vie, en somme, au regard de la nature. Épilogue, les photos parlent d'elles-mêmes. L'ancien monde, symbolisé par les bœufs et l'aiguillon du maître, l'alambic qui est encore là, qui des fois réserve de bonnes choses, et puis le monde nouveau. Certes, Joseph Perret n'est pas le premier écrivain de la région à parler de pétrole. Francis Jammes s'y était déjà employé dans Basses-Pyrénées, Histoire naturelle et poétique, où il cite les nappes de Gaujac, de Bord et de Saint-Bouès. Ce texte n'a pas échappé à Maurice Janté, ancien directeur production exploration France du groupe Elf-Aquitaine, qui, traitant du pétrole en Béarn, a établi le rapprochement avec le Puits et la Maison. Je cite, « Joseph Perret fut assurément le premier à en faire un roman, et qui plus est prophétique. Ne trouvait-on pas du pétrole en 1979 à Buros-Mendous, proche d'Haïdi, où est située l'action de son livre. De fait, Maurice Janté, s'il est ingénieur des mines, n'en est pas moins amateur de belles lettres, et il a pris soin de fouiller le livre plein de poésie de l'haïdien qui attache le lecteur à Saint-Jean-de-Vigne. Je cite, « Je voudrais rendre hommage à l'extrême précision de Joseph Perret quand il nous parle de problèmes techniques. Le vocabulaire est très exact et précis, les opérations admirablement rapportées et leur enchaînement scrupuleusement observé, qu'il s'agisse de décrire la manœuvre de remontée du train de tige pour changer un outil de forage
ou les symptômes précurseurs, puis l'éruption du gaz qu'il raconte ensuite. Comme quoi, être poète n'empêche pas d'être réaliste. Poésie, vérité essentielle, aimait dire Peyret, qui, dans Le Puits et la Maison, conjugue poésie et raison, comme pour chercher à concilier technique et humanisme. Le Puits et la Maison est un ouvrage où l'auteur a mis beaucoup de lui-même au nom de cette philosophie humaniste qu'il a égrenée tout au long de sa vie, avec une détermination dont il a parlé un jour de 1958, sur le ton de la confidence, en conclusion de Vent du Sud, une série d'émissions à la radiodiffusion télévision française. Je cite, et c'était la fin de son propos, de cette série de 11 émissions, « Cet homme, l'homme auquel nous croyons encore, nous autres, vous disais-je l'autre soir, j'éprouve pour lui une tendresse constante, attentive, alarmée. Et comment ne m'inquiéterais-je pas de plus en plus? Le temps s'accélère, se précipite, le pousse vers des espaces interstellaires où il n'arrivera que dissous. Je sais les pouvoirs des nouveaux Prométhées et je sais qu'ils le feront encore respirer, cet homme, sur les astres. Mais j'entends dissous dans son essence. Il y a 2 ans, c'est à Viella que l'enfant du Vic-Bilh a été honoré. Joseph Peyret y était au cœur de la pastorale jouée à l'occasion de la 125e cuvée, de la 25e cuvée du Pacheren, la Saint-Sylvestre, pour la fête traditionnelle des vendanges tardives, des vendanges à la main, comme autrefois, à 2 pas des tracteurs bourrés d'électroniques et des cuves en inox. L'humour était au rendez-vous et l'espérance aussi. Je vous remercie de votre attention. Cher public, grand merci d'être là et je remercie Pierre Perret qui est d'une précision d'horloge suisse. Vous voyez, parce que regardez, 45 divisé par 2 égale 22 et quelques, c'est parfait. Et oui, c'est très difficile, l'exercice est très difficile. Dans la partie 4 de ces curiosités esthétiques, consacrées essentiellement à l'exposition universelle de 1855, Baudelaire à cette réflexion à propos de, et je cite, l'idée moderne de progrès appliquée aux beaux-arts. Et je vais vous citer Baudelaire. Demandez à tout bon Français qui lit tous les jours son journal dans son estaminet ce qu'il entend par progrès. Il répondra que c'est la vapeur, l'électricité, l'éclairage au gaz, miracle inconnu aux Romains, et que ces découvertes témoignent pleinement de notre supériorité sur les anciens. Tant il s'est fait de ténèbres dans ce malheureux cerveau et tant de choses de l'ordre matériel et de l'ordre spirituel s'y sont si bizarrement confondues. Le pauvre homme est tellement américanisé par ses philosophes zoocrates et industriels qu'il a perdu la notion des différences qui caractérisent les phénomènes du monde physique et du monde moral, du naturel et du surnaturel. Si les denrées sont aujourd'hui de meilleure qualité et à meilleur marché qu'elles n'étaient hier, c'est dans l'ordre matériel un progrès incontestable. Mais où est, je vous prie, la garantie du progrès pour le lendemain? Car les disciples des philosophes de la vapeur et des allumettes chimiques l'entendent ainsi. Le progrès ne leur apparaît que sous la forme d'une série indéfinie. Où est cette garantie? Elle n'existe, dis-je, que dans leur crédulité ou dans leur fatuité. Je laisse de côté la question de savoir si, délicatisant l'humanité en proportion des jouissances nouvelles qu'il lui apporte, le progrès indéfini ne serait pas sa plus ingénieuse et sa plus cruelle torture. Et si, procédant par une opiniâtre négation de lui-même, il ne serait pas un mode de suicide incessamment renouvelé
et si, enfermé dans le cercle de feu de la logique divine, il ne ressemblerait pas au scorpion qui se perce lui-même avec sa terrible queue, cet éternel desideratum qui fait son éternel désespoir. Semblable citation, dont la longueur ne saurait être intempestive, est au contraire des plus éclairantes sur cette question qui nous réunit aujourd'hui. Elle énonce avec beaucoup d'acuité une problématique des plus controversées qui n'a cessé de hanter l'humanité et dont l'actualité est on ne peut plus patente. Aussi, lorsqu'en visionnaire, Joseph Péré publie en 1955 « Le Puits et la Maison », pour interpeller son lecteur quant au cataclysme qu'est susceptible de générer le surgissement du pétrole au cœur même de son Béarn natal, il ne fait aucun doute qu'il reprend la préoccupation baudelairienne dans toute la complexité de sa portée. Baudelaire ne s'interrogeait-il point déjà sur le progrès pour le lendemain? À Pau, en novembre 2018, cette question est en débat, qui est foncièrement implicite dans celle que formule Baudelaire, « Demain, un autre monde », d'où le titre choisi pour cette présente conférence, « L'or noir en Béarn, vers des lendemains qui chantent », l'ambiguïté de l'interrogation étant en soi le fondement même de celle de l'illustre prédécesseur. Pour peu que curieux soit le lecteur de cet ouvrage, il ne manquera pas assurément d'être comblé par le chapitre qui en ouvre la trame, tant Joseph Péré tient d'entrée à asseoir les bases de son récit qui repose sur un balancement manifeste quant à la notion d'autre monde. Fort de sa propre expérience de terrain, il plante en effet son décor au cœur même de la singularité de son monde béarnais, à savoir le droit d'aînesse et les conséquences qui lui sont afférentes. Tandis qu'Auguste, l'aîné des Sabatés, a conservé la maison familiale sise à Saint-Jean-des-Vignes, soit à Idy, Saint-Jean-des-Vignes en étant son saint patronyme, Jacques, son cadet, a dû, dans la plus pure et implacable tradition du terroir, prendre le chemin des États-Unis où il a cumulé une fortune de magnat. Il s'est partant quelque peu américanisé, en se faisant notamment appeler Oncle Jem, ou Oncle Jem, comme vous voulez, ou donc, on n'est donc pas si loin de l'oncle Sam. Et le balancement se fait grandement sentir d'une rive à l'autre de l'Atlantique, et davantage ici, d'une rive de l'Atlantique à la rive du Pacifique, puisque cet oncle Jem s'est établi en Californie, à Santa Barbara précisément. Balancement entre l'ancien et le nouveau monde. Un autre monde pour demain? Telle est une question qui pourrait être posée. Joseph Péré brosse avec beaucoup de réalisme ce que signifie le gigantisme américain, tout en soulignant les excès, voire les fourvoiements. Oncle Jem se rend à bord de son avion personnel sur son exploitation agricole située à Marble Valley. Que, sans une pointe d'humour, l'écrivain béarnais qualifie de jardin des Hespérides. Cette exploitation, où l'on cultive oranges et tomates en abondance, fait appel à une main-d'œuvre constituée essentiellement de journaliers mexicains. Les choses ne changent pas. Son fonctionnement relève d'un immense et sophistiqué système hydraulique entièrement automatisé, dont les commandes s'opèrent depuis une cabine et dont l'efficience se peut observer par l'intermédiaire d'écrans de contrôle. Bien sûr, en semblable espace, rien d'étonnant à ce que la présence du pétrole soit de mise. Elle est particulièrement spectaculaire à Marble Valley, d'où l'on peut distinguer dans le lointain un geyser irisé par le soleil, dont la sombre silhouette cyclopéenne semble sortir impétueusement de l'océan. Il s'agit d'un gusher, les pétroliers savent ce que c'est, de la Sand River, et je signale la phrase de Péré, « Le puits de pétrole incontrôlé en éruption depuis 6 mois
et que seul tuerait à la fin l'eau salée. Ainsi, dans cette Amérique de l'immédiate après-guerre, donc des années 1950, tout est à l'avenant, tel ce monstre de stuc auquel s'assortit en tout point le cottage de Santa Barbara de l'oncle Jem. De là cette réflexion de ce dernier qui, pris de vertige de l'empire qu'il a sur son environnement, se croit investi d'un véritable pouvoir démiurgique. Ne fait-il point référence aux techniques de Marvel Valley, et je cite, assez novatrices pour transgresser les règles même de la création, création avec un C majuscule. Il va de soi que s'étalent devant le lecteur ces signes ostentatoires de technique et de richesse qui sont pour sûr à mettre au compte de ces séries indéfinies, dont il semble qu'elles puissent remettre en cause la création elle-même, la création du monde elle-même, et qui concomitamment posent à l'évidence cette question glaçante, s'il en est, demain un autre monde, cet autre monde n'apparaît-il pas qui appelle des lendemains horrifiants, issus d'une transgression majeure, vouée à une issue sans retour. Trait d'union entre l'ancien et le nouveau monde, il y a Pierre, le voilà, qui est le fils d'Auguste et le neveu de Jacques. Polytechnicien, il s'est rendu une première fois en Californie à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour y effectuer un stage de pilote militaire. Le conflit mondial terminé, il a intégré l'École nationale du pétrole, puis il est retourné en Amérique pour y réaliser un stage de perfectionnement sur les sondes californiennes et texanes. Son oncle souhaiterait plus que tout qu'il reste sur ces terres pour y diriger son exploitation, ne désirant nullement la confier au gendre de ces deux écervelés de filles. Pierre s'y refuse catégoriquement. Durant son second stage, et je cite, l'Amérique lui pesait, au point de ressentir à son égard de l'antipathie. Pierre est habité de cette volonté qui le tenaille en permanence, je cite, de fuir les terres inhumaines de cette Amérique, qui allait le poursuivre longtemps, telles des visions cauchemardesques en son Béarn. Les terrains de Stanley Field et leur aurore boréale, la forêt de Derrick, ruisselante de feu, dont la rumeur le harcelait à travers les jalousies de sa chambre. Pierre n'aspire qu'à regagner au plus vite sa terre natale et, si possible, la maison Sabaté. Sa haute coiffure de tuiles de béarnaise, ses cèdres bleus et son bouquet de chênes, les plumets blancs de ses touffes de géranium. Il est sûr d'y trouver tout ce qui va contribuer à lui faire retrouver son équilibre mental et physique, soit ce qui, par contraste, se trouve aux antipodes de l'essence américaine. Son séjour l'avait assuré qu'il lui serait aussi impossible de s'adapter au monde en train de naître que d'endurer l'exil. Il aspirait à la liberté vraie, à l'humaine douceur, à l'air des vignes et des jardins de son pays. Il lui fallait une maison durable, de très vieux villages, hors d'atteinte. Décidément, ce monde en train de naître, cet autre monde, n'a-t-il rien d'engageant? À peine est-il de retour en son Béarn qu'il lui faut, la nuit tombée, réactualiser un rite initiatique lui permettant de vibrer à l'unisson de la nature environnante. Aussi, au terme de cet acte secret, se sent-il réinvesti de cette apaisante appartenance à cet ordre naturel qui lui tient tant à cœur. Cependant, en tant qu'ingénieur des mines, Pierre nourrit une passion dont il envisage qu'elle puisse être pleinement assouvie sur un territoire proche de sa petite patrie. N'a-t-il pas appris qu'à quelques pas de la maison Sabaté, à Auriette exactement, la société pétrolière qu'il emploie, désormais la SRP, s'est déjà livrée à un forage qui s'est avéré infructueux, mais dont il y a lieu d'espérer qu'il soit suivi d'autres tentatives susceptibles d'ouvrir en son Béarn des champs d'exploitation. Amoureux de son petit coin de Béarn,
Comment va-t-il donc pouvoir résoudre cette épineuse contradiction consistant à y implanter un forage sans lui porter préjudice? Et ce d'autant plus que, visitant les puits abandonnés d'Oriette, c'est une souffrance physique qu'il ressent personnellement en voyant le sous-bois meurtri, couvert de cicatrices, profané. Il a réellement l'impression de l'avoir abîmé de ses propres mains. Quant à Auguste, il ne porte pas en vain un tel prénom. Il s'appelle Auguste, et Auguste, ça veut dire quelque chose. C'est le maître de la maison, avec tout ce que cela suppose en semblable parage. Une maison qu'il a héritée de son père Léonce et dont il souhaiterait que Pierre en fût son successeur. Avec le titre de son ouvrage apparaît par conséquence le dessein de l'écrivain qui oppose cette maison, sa stabilité, sa durabilité, sa tradition au puits de pétrole qui en est l'antinomie. N'est-il pas étroitement attaché à, et je cite, la roulotte des trailers américains, appelés à aller quêter soleil et travail ailleurs? Dans de telles conditions, Auguste, c'est la contre-figure de l'oncle Jem. C'est un autre monde. C'est l'ancien monde, avec cette hantise du lendemain, pour des raisons de plusieurs ordres qu'il va falloir nuancer. Auguste est résolument hostile à la marche du temps. Il a lutté contre l'électrification du village, n'a accepté l'électricité que dans sa cuisine, préférant dans sa chambre l'éclairage d'une lampe à pétrole Matador, et en a banni l'entrée au poste de radio. Il a refusé toute mécanisation sur ses terres, où il cultive la vigne et où il pratique autant que possible une réelle autarcie. Il ne peut supporter l'apparition du pacheringue doux, déviance dont il rend responsable et la mode et l'esprit de lucre. L'alimentation en eau de son exploitation, qui recourt au puits système Vermeulen, l'un des clous de l'exposition de 1900, ne cesse d'être en panne. Et pas question pour autant d'installer l'eau courante dans sa cuisine pour soulager les maux de sa domestique Sourine, qui n'est pas toute jeune. De plus, ses lubies lui coûtent cher. Les porcs Yorkshire achetés à feu d'argent qui crèvent, les gueugornes qui attrapent le choléra, etc. Et avec cela, c'est un homme colérique, tyrannique avec ses domestiques, qui refuse les dollars de l'oncle Jem pour réparer les gouttières du toit et acheter un tracteur. Nonobstant, c'est un inconditionnel de son vignoble et tout particulièrement de ses vieilles vignes, pour lesquelles il a été jusqu'à supprimer souffrage et sulfatage, qui se trouvent sur la parcelle d'Arins que composent des bois des Landes, ces vieilles vignes, et la fontaine, réputée autrefois pour la pureté, la saveur de son eau. Aussi, ce n'est pas sans raison ni gravité que Joseph Perret fait le commentaire suivant à propos de ce lieu de prédilection. C'était le cœur même du Sabbatais. Et ce n'est pas non plus pour rien, n'est-ce pas, qu'il révèle la vraie nature d'Auguste. Un amour effréné de sa terre, un attachement aveugle au passé, la révolte d'un colérique contre la main forcée du temps nouveau. Aux grandes dames d'Auguste, Pierre avait pris le mal. Ce que Auguste ne manque pas à l'occasion de lui faire remarquer véhémentement. Même si la société pétrolière qu'il emploie, la SRP, l'a affecté sur le site de Castelnau d'Ariège, c'est-à-dire hors de sa vue. Mais voilà qu'un beau matin, le singe à lunettes de la SRP, ainsi le décrit Auguste, lui rend visite en vue d'installer un derrick sur la lande attenant à la vigne de La Fontaine. C'est pour Auguste le suprême outrage que l'on puisse lui infliger. Aussi se décide-t-il, séance tenante, à se battre, comme nous ne nous sommes jamais battus depuis 14, dit-il. Contre la SRP,
contre la préfecture, dont elle a manifestement le soutien, contre le maire de Saint-Jean, qui pense au pactole susceptible d'échoir à sa commune. Dans ce but, il va faire campagne pour les municipales de 1953, sur un programme ne comportant qu'un seul point: proscrire cette saleté de puits de pétrole qui pousse comme l'ivraie. Cet homme bourru cache en fait une sensibilité à fleur de peau que l'extrême gravité de la situation fait affleurer. Devant l'imminence du cataclysme qu'il prévoit, il adresse un message à son lecteur, et c'est José Perret, bien sûr, qui le fait dans la bouche, n'est-ce pas, de son personnage, qui n'a rien de subliminal, mais qui, pour l'époque, n'a peut-être pas affleuré les consciences. Demain, un autre monde, oui, pour Auguste, qui prône une attention toute particulière à l'écosystème, incluant sa vigne, les landes et la fontaine. Et voilà ce qu'il dit: « Seule ma terre compte. Antonin se moque de moi parce que je cours mes vignes avant le jour. Mais tu sais pourquoi, dit-il à Pierrinette. Parce que j'y suis seul et que je crois les voir pousser devant mes yeux. Je les connais. Je sais ce qui les fait souffrir et ce qui leur ferait du bien. » Fin de citation. Auguste a bien pris le pouls de ses vignes, et c'est là une toute nouvelle voie que Auguste et José Perret ouvrent, une voie, disons, qui s'ouvre à l'écologie, vous l'avez bien vu, une écologie très récente, puisqu'il y a si peu de temps qu'on s'intéresse effectivement à la vie des végétaux. Merci. De Christian, je crois que nous avons pu présenter dans le temps imparti ce qui permettrait un petit débat court, je crois, parce que nous n'avons qu'un quart d'heure, mais on nous a autorisé à dépasser un peu peut-être, un petit débat pour répondre à vos questions. J'espère qu'il y en a. Qui se jette à l'eau ou dans la mare de pétrole? C'est moins plaisant. Bonsoir, messieurs. Je voudrais juste poser une question. Est-ce que le texte du livre « Le puits et la maison » est disponible actuellement en librairie? Alors, il doit rester des ouvrages aux éditions du Mandarin, à Bayonne. Mais effectivement, l'édition originale est éteinte depuis longtemps. Et j'avoue que je n'ai pas fait le point sur ce qui reste. Autrement, un bon tuyau pour tous les ouvrages de Perret, on les trouve sur Internet, Amazon notamment, et des fois à des prix défiant toute concurrence. Et mon interprétation de la chose est que tellement d'éditions ont été tirées des livres de Joseph Perret, Perret a été oublié un peu. Il est tombé malade en 1964. Il est mort en 1968. Et vous savez qu'à partir de 1968, beaucoup de choses se sont passées dans le monde, dans les sciences comme dans les lettres, et les esprits et la sociologie, qui font que Perret, progressivement, a sombré dans l'oubli. Et que ces ouvrages sont restés. Et il y a des masses et des masses de livres de Perret disponibles. Il suffit d'aller à Soumoulou, chez les antiquaires, et on est sûr d'en trouver. Alors sur la montagne, on trouve toute la série des Oliviers, de Montbéarn à la mer Basque. Mais j'ai peur que même les éditions du Mandarin, s'il leur restait des exemplaires, les aient mis au pilon, parce que vous savez que les éditeurs,
hein, sont pris par des besoins de rationaliser l'espace, et que quand ils ont des piles d'invendus, il y a un moment où il faut qu'ils les mettent au pilon. Alors, vous voyez, je suis gêné pour répondre à votre question. Hein, moi-même, il m'en reste que quelques exemplaires, vous voyez. Mais je vais poser la question pour savoir si on peut en trouver encore. En tout cas, merci. J'espère y avoir répondu à votre question. Oui, mais quand j'ai vu le programme de cette édition des Idées mènent le monde il y a quelques jours, je me suis soudain rappelé que j'ai vu passer de Joseph Peyret dans une revue format livre, je dirais vaguement des années 50, un texte qui portait, me semble-t-il, comme titre « La vigne et le Déric ». La vigne et le Déric. Alors, je dois avoir ce... Mais vous voyez, là, j'ai essayé de remettre un peu d'ordre dans les archives ces temps-ci, et cet article m'échappe. Je crois que je ne le possède pas. Alors, est-ce qu'avec ma tante, en 92, avec ma tante, on a réuni des documents, des archives qu'on a donnés à la bibliothèque municipale de Pau. Et j'avoue que je n'ai pas refait l'inventaire des documents disponibles à la médiathèque des tramways actuellement, à la bibliothèque intercommunale. Et effectivement, ça me dit quelque chose, ce titre. Mais je ne l'ai pas, je n'en dispose pas. Vous l'avez en tête ? C'est un texte qui semblait peut-être être l'ébauche du roman final, parce que c'était un texte à première vue qui devait faire moins de 100 pages. Je crois l'avoir à la maison, mais je ne l'ai pas réussi à le retrouver encore, mais je vais chercher. Ah, ça, ce serait très intéressant, parce que tout ce que nous faisons pour ces commémorations nationales du 50e anniversaire de la mort de Joseph Peyret a entraîné à l'université de Pau tout un courant de recherche dans un laboratoire au nom prédestiné pour Peyret. C'est le laboratoire pluridisciplinaire et interdisciplinaire ITEM, identité, territoire, expression et mobilité, vous voyez. C'est amusant. Alors, beaucoup de travaux ont démarré, d'autres sont en cours, et si vous aviez l'occasion de prendre contact avec les chercheurs de ce laboratoire, en leur amenant ce document, par exemple, en leur en donnant la référence, et éventuellement en débattant avec eux, ou avec moi-même, bien sûr, nous serions très intéressés, et vous remercions d'avance. Bien sûr, je vais me mettre à sa recherche. Merci. D'autres questions ? Puis-je me permettre de donner la parole à M. Charles Pellane, qui est conseiller général des terres de l'Huys et du Vic-Bilh, et qui est vice-président du conseil départemental, et que je remercie d'être venu jusqu'à nous, malgré, si j'ai bien compris, la récolte des kiwis qu'il absorbe aujourd'hui avec un si beau temps. Écoutez, bonsoir à tous, mais je suis un petit peu confus parce que je n'ai rien préparé. C'est toujours avec plaisir que je participe, aux rencontres. Alors effectivement, comme l'a évoqué Pierre Peyret, bon, voilà, je suis élu de ce territoire du Vic-Bilh. C'est un territoire très particulier dont j'ai toujours plaisir à rappeler. À rappeler l'histoire, un territoire qui a été marqué, qui était malheureusement réputé au début du siècle dernier par son austérité, son aridité. Et au fil des décennies, grâce à, je dirais, à l'implication des hommes et des femmes de ce territoire, sur des valeurs de coopération et de solidarité également importantes, on a vu ce territoire se développer. Et effectivement,
Joseph Feyré, dans plusieurs de ses ouvrages, décrit parfaitement, dans quelques-uns de ses ouvrages en tous les cas, décrit parfaitement ces évolutions qu'a connues ce territoire, plus particulièrement l'agriculture en général. Et effectivement, en écoutant M. Manceau, surtout en écoutant en tous les cas la fin de ses propos, on peut comprendre à un moment donné, parce que les agriculteurs, plus particulièrement attachés à des pratiques, aient eu un regard un petit peu, un regard critique sur cette évolution. Et aujourd'hui, force est de constater que l'histoire nous rappelle, ou en tous les cas les pratiques anciennes, combien elles peuvent être importantes aussi dans les modes, dans les pratiques culturelles que nous mettons en œuvre. Alors, comme vous l'avez évoqué, je suis viticulteur également et producteur de kiwis. Et depuis une vingtaine d'années, effectivement, enfin une quinzaine d'années en tous les cas, on a vu une évolution très très forte dans les pratiques culturelles, dans cette sensibilisation à l'environnement, avec des luttes plus raisonnées, des pratiques plus biologiques en tous les cas. Et donc Joseph Feyré a été effectivement, à travers ses ouvrages, un très très bel ambassadeur, bien sûr, de notre terre qui est le vieux pays, le Vic-Bilh, à laquelle nous sommes très fortement attachés, mais également à travers ses ouvrages, il décrit tout ce que peut représenter le monde agricole, l'attachement à la terre. C'est encore très très vrai aujourd'hui, et d'où les difficultés aussi, puisque nous vivons toujours dans un monde qui évolue. Des difficultés aujourd'hui pour mailler encore ce territoire, et pour installer des jeunes, pour faire en sorte que on puisse préserver une activité agricole riche sur le territoire. C'est pour ça qu'il est toujours important de faire référence au passé, malgré les regards que pouvaient porter certaines personnes à l'époque, mais en tous les cas, il faut toujours y faire référence pour essayer de construire durablement notre avenir, je dirais. Merci Charles. Christian, est-ce que tu as une idée pour relancer le débat dans une autre direction? Oui, ça marche pas. Oui. Ah, vous m'entendez? Ça va? Oui. Oui. Non, oui. Bon, je vous ai donné vraiment de façon très schématique l'organisation donc de ce texte. Il est bien plus riche, bien évidemment. Et je vous encourage à essayer de le lire, parce que vous verrez qu'il y a énormément donc de notations sur le pétrole, sur les dangers du pétrole. À la fin, c'est pas du pétrole qui jaillit, mais du gaz, et ça produit effectivement, disons, un incendie absolument incroyable, et les pompiers ont du mal, disons, à en venir à bout, enfin bref. Donc, et puis, tous les dangers que peut courir un jeune qui se lance comme ça dans l'aventure, effectivement, sur donc des hauteurs donc assez vertigineuses. Donc, Perret vraiment s'est approché de cette réalité, avec toujours un regard très humaniste, et ça c'est vraiment remarquable. Et ce qui est beau, c'est ce Pierre, qui effectivement est très attaché à son coin, n'est-ce pas, de Béarn, ne veut absolument pas le profaner, mais quand même envisage une possibilité de forêt, vous voyez, sans vraiment porter atteinte à l'essence même du paysage. Vous voyez. Puis après tout, il se dit, mais lorsqu'on a installé l'électricité dans les Pyrénées, on a défiguré davantage. Enfin, vous voyez, il essaie de trouver un juste milieu. C'est très difficile à trouver, bien évidemment, de façon à faire cohabiter forage et environnement que l'on veut préserver à tout prix. Donc il y a ce personnage clé du roman, Auguste, qui est radical, mais quand même qui donne une leçon extraordinaire, parce que lorsque vous relisez Auguste, vous êtes en plein dans cette écologie là
toutes récentes, hein, qui se préoccupent effectivement de comment vivent ensemble les plantes d'un écosystème, tout leur système de communication et puis leur système de souffrance. On en est là, hein, vous voyez. Donc, vous savez qu'on se préoccupe beaucoup des animaux maintenant, mais on se préoccupe maintenant également des plantes, des forêts, comment elles vivent, etc. Et leur langage. Oui. Donc là, c'est extraordinaire. Et j'ai parlé de visionnaire. Hein. Perret est réellement un visionnaire. Vous voyez, vous vous rendez compte que ce livre était en 1955 et déjà là, hein, il s'occupe effectivement d'une vigne, mais comme s'il s'agissait d'un véritable être qu'il respecte, hein, comme si c'était vraiment un être humain, quoi. Vous voyez, bon, on en est là. Donc il y a une vision chez Perret qu'il faut à tout prix remettre en lumière parce que je crois qu'il nous donne donc de sérieuses leçons, hein, Donc il y a ça, et puis le roman est magnifique parce qu'il y a la présence d'autres personnages, hein. Il y a notamment le personnage d'une femme, hein, qui joue un rôle remarquable, vous voyez, et puis bien sûr des descriptions de paysages, hein, qu'il faut revoir. Pau, par exemple, hein, lorsque Pierre revient en France, hein, il passe la nuit à Pau parce que bon, il n'a pas pu prendre l'autocar, hein, pour repartir à Haïti. Alors il y a toute une description de Pau. Hein, qui donc est là, est bien ancré au cœur, au fond du cœur de Perret. Donc il y a cet amour de la ville, et je crois qu'il faut à tout prix reprendre tout ça, parce que ça fait partie d'une richesse, hein, qui est à portée de main, et quelquefois, disons, elle passe un peu inaperçue, c'est un peu dommage. Hein, moi, je ne suis pas du tout d'ici, mais je suis très sensible, hein, à cette façon d'approche de la ville, ses environs, et puis bien sûr, lorsqu'on monte sur Limbeil et au-delà, ça je crois qu'il faut revoir tout ça, hein, pour être parfaitement pénétré, hein, de ce texte de Perret. Donc je vous encourage à en faire des lectures, hein, et vous en imprégner, hein, et ceci, vous verrez, n'est pas du tout quelque chose qui va vous ramener donc vers le passé, mais au contraire, ça va vous projeter, hein, sur un avenir qui nous préoccupe tous, et d'où, effectivement, hein, demain un autre monde. Quel autre monde? Oui, eh bien, Auguste, hein, c'est Auguste, hein, c'est l'empereur, hein, oui, Auguste nous en trace le chemin. Voilà. Merci Christian. Hein, y a-t-il d'autres questions? Parce que là, je crois que l'heure a sonné. Beaucoup se préparent à partir. On aurait pu poursuivre longuement. Eh bien, écoutez, il me reste à clôturer, à vous remercier de votre attention et à vous souhaiter de bonnes lectures de Perret ou d'autres. Au revoir.